Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Nous parlerons aujourd'hui de l'état défectueux de la route Kota-Kondé dans le département de la Takora. La route se dégrade davantage, surtout avec les pluies torrentielles qui s'abattent sur l'ensemble du pays ces derniers jours. Une situation qui crée d'énormes désagréments aux usagers et aux riverains. Une situation qui va certainement changer grâce à l'implication du chef de l'État qui a donné des instructions fermes pour la réhabilitation et le bitumage de cette route. Les détails dans un instant. Nous parlerons également énergie électrique avec la revue à la baisse du coût d'obtention du compteur et la connexion au réseau électrique qui est passé à 20 000 francs CFA. Depuis lors, plusieurs ménages ont obtenu leur compteur et ont été raccordés. Et c'est ce que le ministre de l'Énergie et le directeur de la Société béninoise d'énergie électrique sont allés constater ce lundi dans les départements de l'Atlantique et du littoral. Les détails dans ce journal. Nous parlerons également dans ce journal de la cérémonie de remise d'équipements médico-techniques et de matériel à la direction départementale de la santé des collines. Les dons émanent de l'agence belge de développement Enabel et entrent dans le cadre de la mise en œuvre du projet Équité financé par l'agence française de développement. Ces dons vont contribuer à l'amélioration de la qualité des soins de santé dans le département et faciliter les activités de supervision de l'équipe d'encadrement des zones sanitaires de la région. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. La route Kota-Kondé végète dans un état défectueux et piteux. Le constat est encore plus poignant par ces temps de pluie torrentielle qui s'abattent sur le septentrion. Une situation qui crée d'énormes désagréments de jour comme de nuit aux motocyclistes et aux automobilistes. Une situation qui va certainement changer grâce à l'implication du chef de l'État qui a donné des instructions fermes pour la réhabilitation et le bitumage de cette route. Mais en attendant le nouveau visage de cette route, l'une de nos équipes de reportage est allée constater les souffrances des usagers de cet axe routier. Nous allons suivre. Voici l'état dans lequel se trouve l'axe routier Kota-Kondé. Distante de 50 km, cette bretelle se trouve dans un état de dégradation très avancé en raison des pluies diluviennes qui s'abattent sur la partie septentrionale. Une situation qui plonge les usagers dans un désarroi total. La voie de Kondé-Kota est vraiment gâtée, surtout au temps de la pluie. Nous ne pouvons pas passer. C'est tellement grave pour passer ces problèmes. La voie de Kondé, vraiment, on ne sait pas comment dire. Partout, il y a les cailloux, il y a les endroits vraiment, l'eau a tout ramassé. Les véhicules font jusqu'à 3 jours, 4 jours. Les endroits où les cailloux empêchent les véhicules de passer. Les ponts sont vraiment détruits. On ne sait pas, c'est sympa à nous sauver. Je ne sais pas comment dire. Depuis l'avènement de la saison pluvieuse, rallier l'une ou l'autre des localités traversées par cette route relève d'un parcours de combattants. Motocyclistes, tout comme conducteurs de véhicules, doivent surmonter nids de poules et des flaques d'eau qui jonchent cet axe routier. Nous avons assisté plusieurs fois à des accidents sur cette voie. Juste derrière moi, hier, il y a un camion qui n'a pas pu traverser cet endroit et qui a fait un tonneau là. Voilà. Chaque fois, même devant encore ici, tout juste après le pont de Kotopunga, moi-même j'ai chuté, voilà ma moto qui est la preuve même. Donc plusieurs fois, quand il y a la pluie, il y a toujours des accidents, parce qu'on n'arrive pas à rouler. L'état de dégradation dans lequel se trouve l'infrastructure routière plonge Kondé et ses environs dans un isolement total. Difficile voire impossible d'effectuer des évacuations sanitaires de Kondé ou d'acheminer les produits vivriers vers les marchés d'écoulement, ceci aux grandes dames des commerçants. On est ici, il y a 3 jours, on a même déchargé le camion que vous voyez, mais RAS, ça n'a pas pu résister. On est là, maintenant on attend, au cas où quelqu'un va venir nous secouer, là, il va nous tirer. On est là, on ne peut rien. On a tout fait. Partagés entre crainte des accidents et la peur d'endommager leurs engins à cause de l'état de cette voie, plusieurs personnes à Kondé avortent leur voyage sur Natitengu et vice-versa.
Une situation qui plombe les activités commerciales dans la région. Préoccupé par la situation, l'honorable Abdoulaye Gounou ne cesse d'implorer l'indulgence de l'État central qui a déjà inscrit la construction de cette bretelle au rang de ses priorités à passer à la vitesse supérieure. Kouandé, à l'heure où je vous parle, est isolé du reste du monde. Du côté de Kérou, en passant par Guimaro, Kankou a coupé. Notre fameux pont Kankou, tristement célèbre, a coupé encore une fois Kouandé de sa moitié. Du côté de Péonko, il y a un rivière qui s'appelle Béba qui a coupé. On ne peut pas aller à Péonko facilement. Le pont de Birni a coupé. On ne vient pas à Birni. Un pont entier est parti. Le ministre connaît à tout ce point. Nous sommes dans un calvaire. L'enfer du Bénin, c'est ici. C'est dans les deux capés. Ce n'est nulle part. Monsieur le Président, merci de nous sortir de l'enfer. Vous aurez posé un acte hautement historique, sans précédent dans l'histoire de notre pays. Avec le projet d'aménagement et de bitumage de cette infrastructure routière annoncé pour bientôt par le gouvernement de la rupture, les populations de Kouandé sortiront bientôt de leur isolement. Mais en attendant, elles devront continuer à subir les affres de cette voie calamiteuse. Alors à présent dans le département du Plateau pour parler de la tournée statutaire du préfet Valère Setonungbo. À l'instar des autres communes du département, les élus locaux et les cadres administratifs de la mairie de Kétou ont reçu la visite du préfet. Avec sa délégation, il est allé apprécier l'état de la gouvernance locale dans la commune de Kétou. Reportage. C'est par la commune de Kétou que le préfet du département du Plateau, Valère Setonungbo, a achevé sa tournée statutaire. Comme dans les 4 autres communes sous sa tutelle, il a été question pour lui de s'enquérir du fonctionnement de la commune de Kétou. L'objectif de ma visite à Kétou, à l'instar des autres communes parcourues, est de rappeler en cette occasion solennelle 2 des objectifs principaux que s'est assigné la réforme du secteur de la décentralisation dans notre pays. Il s'agit notamment du renforcement de la séparation des fonctions politiques et techniques pour améliorer la reddition des comptes et lutter plus efficacement contre l'impunité. Et de l'amélioration de la gouvernance communale afin de créer une dynamique de valorisation des potentialités locales. Il me paraît alors important et urgent, face à ces nouveaux enjeux de la gouvernance locale résultant de la vision éclairée du chef de l'État, d'inviter les différents organes communaux, à savoir conseil communal, conseil de supervision, maire et le secrétaire exécutif, à travailler en parfaite synergie, tout en respectant chacun les couloirs de compétences dévolus à l'autre afin de pouvoir relever ensemble le défi commun du développement local. À Kétou, les réformes du secteur de la décentralisation sont déjà mises en œuvre et les organes dirigeants travaillent en parfaite symbiose, a rassuré le maire Lucie Sessinou. La commune de Kétou, que j'ai le privilège de diriger, a amorcé avec espoir l'ère nouvelle qui souffle au niveau des communes du Bénin avec la prise de fonction du secrétaire exécutif et des cadres techniques tirés au sort. Monsieur le préfet, veuillez bien transmettre nos sincères remerciements au chef de l'État pour les réformes entreprises dans le cadre de la gouvernance locale. Nous attendons avec impatience la mise en œuvre des programmes de renforcement des capacités des acteurs communaux. Cette tournée statutaire aura été une fois de plus l'occasion pour le préfet Valère Setonungbo de booster les différents exécutifs communaux sous sa tutelle, espérant que d'ici là, des progrès significatifs seront enregistrés sur le plan du mieux-être des populations. À l'instar de son collègue du Plateau, le préfet du département des Collines effectue lui aussi sa tournée statutaire dans les communes sous tutelle. Saliou Odoubou est allé échanger avec les élus locaux de son département. L'étape de la commune de Banté a été marquée
par des échanges sur les problèmes qui minent l'épanouissement des populations. Les détails avec Imet Hélène Amos. L'exercice est annuel. Il constitue un cadre d'échange entre l'autorité préfectorale, les populations ainsi que les autorités locales des territoires sous sa juridiction. Dans les collines, Saliou Odoubou a sacrifié à la tradition. La tournée statutaire lui a permis de parcourir les 6 communes dont il a la charge en tant que représentant du pouvoir central dans la zone. La semaine de randonnée s'est achevée ici à Banté. Cette tournée statutaire du préfet est une occasion rêvée pour nous mettre à l'école de la réforme de l'administration territoriale en notre qualité d'élus devant vivre les réalités pratiques des populations et le partage des expériences avec la hiérarchie, mais aussi pour diagnostiquer de communs accords et trouver des solutions idoines et endogènes aux multiples maux qui entravent le développement de notre chère commune Banté. La rencontre a eu lieu à l'hôtel de ville. Elle a été l'occasion pour le maire de présenter en premier au préfet la situation de la gouvernance de sa commune, outre les efforts consentis pour apporter des solutions aux nombreux problèmes qui entravent l'épanouissement des populations. Nombre de difficultés demeurent. Les plus urgentes se résument au problème d'accès à l'eau potable, la densification du réseau électrique et la dégradation des pistes rurales. La question des limites administratives a aussi été évoquée. Je prends par exemple à mon village. Nous sommes un village frontalier au Togo. Nous avons besoin d'un commissariat pour lutter contre l'insécurité. Je suis le seul arrondissement dans la commune de Banté qui n'est pas d'électricité. Dans la commune de Banté, si ce n'est pas un voyage, on ne connaîtrait pas ce qu'on appelle pavé. On n'a même pas un seul mètre de pavé dans la commune. Et nous demandons au chef de l'État d'avoir un regard bienveillant sur nous. Dans notre secteur d'activité, évidemment, c'est la question du stade. Et si les stades ont été construits déjà dans des communes, ça veut dire que les communes qui ne sont pas encore bénéficiaires vont forcément bénéficier de cela. C'est une question de programmation du gouvernement. Dans toutes les localités parcourues, la préoccupation la plus récurrente est celle de la transhumance. Le phénomène engendre de sérieux conflits entre éleveurs et agriculteurs sur le sujet. L'autorité a rassuré les uns et les autres des dispositions prises par l'exécutif avant d'ajouter. On a invité les uns et les autres à une cohabitation pacifique, surtout faire en sorte que les espaces pastoraux soient dédiés, dégagés, afin que le projet procède puisse accompagner les éleveurs à avoir des espaces pastoraux dédiés afin de limiter sensiblement les questions relatives aux conflits agriculteurs et éleveurs, conflits qui ne sont pas prêts à finir de sitôt si les bonnes mesures ne sont prises. Dans son périple, Saliou Odoubou était accompagné des chefs services déconcentrés et directeurs départementaux. Chacun a eu droit à la parole pour éclairer les populations quant aux diverses actions prévues par le gouvernement ainsi que celles déjà en cours pour régler les différents problèmes évoqués. Parlons à présent de la rencontre tenue ce lundi entre les membres de la Commission électorale nationale autonome Sénat et les responsables des partis politiques. C'est une rencontre stratégique qui intervient 3 mois avant les élections législatives et qui permet à toutes les parties prenantes d'harmoniser leur point de vue et de dissiper les points d'ombre pour l'organisation d'élections libres, transparentes et pacifiques. Reportage. Une vingtaine de partis politiques conviés à prendre part à cette séance d'échange avec les membres de la Commission électorale nationale autonome ce lundi 3 octobre. C'est le deuxième rendez-vous de discussion entre les deux partis dans le cadre des élections législatives du dimanche 8 janvier 2023. À travers 3 communications, la Sénat présente son chronogramme électoral, les activités menées et celles à venir, et rappelle aux acteurs politiques leur rôle et leurs responsabilités dans l'animation de la vie publique. Une rencontre de concertation qui se tient conformément aux dispositions du Code électoral. La démocratie est l'affaire de tous. Elle n'est pas univoque. Elle se doit d'être la plus participative possible. En tout cas, la Sénat nouvelle formule se veut crédible, donc transparente, inclusive et équitable. Nous comptons sur vous pour nous y aider. Les communications présentées vont céder place aux discussions proprement dites afin de recenser les contributions des partis politiques pour un scrutin inclusif, transparent et apaisé. Les préoccupations posées sont entre autres relatives à la fiabilité de la liste électorale,
À certaines pièces à fournir dans les dossiers de candidature, la question du quitus fiscal, l'impartialité des agents électoraux qui seront recrutés par la Sénat et bien d'autres questions. Il se fait qu'il y a des personnes dans notre pays aujourd'hui qui n'ont aucune pièce d'identification pour aller aux élections. Et il se trouve que si tout reste en l'état, le 8 janvier 2023, dans les urnes, il y aura des personnes, des électeurs qui n'auront pas de carte et par conséquent ne pourront pas voter. Nous avons souhaité demander à la Sénat de prendre toutes les dispositions vis-à-vis de l'ANIP, du gouvernement, pour que des cartes soient délivrées aux électeurs dans leur ensemble, que tout le monde qui veut aller voter puisse le faire. Comme vous le savez très bien, l'Union progressiste est un parti bien organisé et donc je peux vous dire que le parti a pris des dispositions depuis et je pense que nous sommes en train de faire les choses dans les règles de l'art. Le top est déjà lancé par le parti et donc nous sommes tous informés et chacun se prépare pour fournir les dossiers à bonne date. À chacune des préoccupations posées, le président de la Sénat a tenté d'apporter des éléments de réponse. Le défilé pour le dépôt des dossiers de candidature à la commission électorale démarre le 28 octobre prochain. Je l'annonçais en titre, l'énergie électrique est indispensable pour chaque citoyen béninois. Une conviction qui a amené le gouvernement à revoir à la baisse le coût d'obtention du compteur et la connexion au réseau électrique qui est passé à 20 000 francs CFA. Depuis lors, plusieurs ménages ont obtenu leur compteur et ont été raccordés. Et c'est ce que le ministre de l'Énergie et le directeur de la Société béninoise d'énergie électrique sont allés constater ce lundi dans les départements de l'Atlantique et du littoral. C'est un constat fait par Assomokani Assomo. Le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou, et le directeur général de la Société béninoise de l'énergie électrique sont allés constater l'effectivité du projet 2 millions d'abonnés à l'horizon 2026. Cette initiative du gouvernement de la rupture est matérialisée sur le terrain par le raccordement des populations des départements du littoral et de l'Atlantique. À Godomé, Womé, Detnoube, Yemikodji et Fiyorose, le degré de satisfaction des bénéficiaires est visible. Nous nous rappelons hier comment on se battait pour avoir un compteur. C'était plus de 100 000. Aujourd'hui, le gouvernement a mis en place un moyen pour nous faciliter la tâche, c'est-à-dire du social. Et qu'aujourd'hui, avec 20 000, nous avons du compteur. Le projet 2 millions d'abonnés à l'horizon 2026 vise à offrir l'électricité aux ménages pour contribuer au développement du pays. Les compteurs obtenus à 20 000 francs CFA les déchargent de la corvée du paiement par kilowattheure. En clair, le dispositif est allégé pour les abonnés et c'est justement l'objectif du gouvernement. Vous avez pu voir les clients qui sont satisfaits des installations. C'est l'objectif. L'objectif, en fait, il y a quelque temps, c'était d'éliminer les files d'attente. Maintenant, l'objectif, c'est d'éliminer les fils d'araignée. Pour faire ça, il faut qu'on branche nos clients et puis qu'ils puissent alimenter par la SBE avec une énergie sécurisée, fiable. Et on pourra à ce moment-là enlever ces fameuses toiles d'araignée qui polluent notre environnement et qui sont un risque pour la sécurité. J'ai vu l'enthousiasme que les uns et les autres ont manifesté, surtout par rapport à ce qui a été à l'origine de cette visite. C'est-à-dire ce verrou que le gouvernement a sauté le 6 juillet dernier en mettant en place donc cette nouvelle dynamique à travers le nouveau prix de raccordement qui a été littéralement coupé puisqu'on est parti d'une centaine de milliers de francs à 20 000 aujourd'hui jusqu'en 2024 et après au-delà nous allons passer à 0. Dona Jean-Claude Oussou exprime sa satisfaction. L'heure du développement massif de l'accès à l'énergie électrique au Bénin a sonné définitivement et on remercie le gouvernement et je vous remercie de toute l'énergie que vous mettez dedans pour l'application scrupuleuse
de cette ambition du gouvernement. Depuis 2016, le nombre d'abonnés est passé de 535 000 clients en 56 ans à presque 800 000. Une dynamique clairement affichée qui tend à atteindre progressivement une couverture à 100% du territoire national. Et pendant ce temps, la ministre du Numérique et son collègue de la décentralisation ouvrent ce mardi 4 novembre 2022 les travaux de l'atelier sur la transformation numérique des collectivités locales. C'est une rencontre importante pour former les responsables des systèmes d'information afin de les aider à élaborer la feuille de route globale pour la concrétisation de ce projet contenu dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026. Nous allons suivre. Ce sont les responsables des systèmes d'information RSI recrutés pour couvrir les différentes collectivités locales qui sont les principaux acteurs de cet atelier. Ces travaux de 24 heures viennent renforcer le processus de la mise en œuvre du projet de la transformation numérique des communes en cours. Donc aujourd'hui, dans les échanges que vous aurez tout à l'heure, vous allez certainement adresser les questions relatives au socle commun de l'administration. Vous allez parler également de la gouvernance électronique au niveau national, de la stratégie gouvernementale, des projets, initiatives que nous avons au niveau du pays, prévus dans le PAG, etc., etc. Et bien entendu, ce n'est pas que du donner, c'est aussi du recevoir. Ils sont au total 25 responsables des systèmes d'information à prendre part à cette formation. L'objectif est d'élaborer une feuille de route globale pour la concrétisation de ce projet, contenu dans le PAG 2021-2026. De façon spécifique, cet atelier aboutira à l'élaboration du rôle des RSI et à la présentation d'une cartographie des différents projets. Il convient de rappeler ici que la réforme vise l'amélioration de la gouvernance communale et la création d'une dynamique de valorisation des potentialités dont recèlent nos communes. Toute chose qui ne saurait connaître un réel succès sans la transformation digitale de l'administration communale. À cet égard, la digitalisation contribuera d'une part à réduire la fracture numérique des communes par la fluidité et l'accessibilité à l'information, d'autre part à améliorer l'attractivité des territoires, puis enfin à offrir des outils de proximité et de mise en relation avec les administrés. Depuis 2021, les résultats obtenus dans le cadre du projet de transformation des collectivités locales sont bien visibles. Et pour cette nouvelle étape, la ministre du Numérique et de la Digitalisation n'a pas manqué de prodiguer des conseils aux responsables des systèmes d'information pour un meilleur rendement. Donc, ma recommandation serait que chaque jour, vous vous demandiez ce que vous pouvez changer, améliorer, rajouter dans ce cheminement vers la transformation numérique au niveau donc, des localités que vous gérez. Ça commence par exemple par l'utilisation d'une adresse email professionnelle. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous allez générer comme admiration auprès de vos partenaires nationaux et internationaux, tout simplement en utilisant une adresse email professionnelle. Les enjeux de cette rencontre sont énormes et le ministre du Numérique et celui de la décentralisation se disent disponibles à accompagner les responsables des systèmes d'information pour l'atteinte des résultats. Une nouvelle école vient de voir le jour à Cotonou. Il s'agit de l'école des métiers du numérique qui est officiellement mise en service par 4 ministres du gouvernement. Cette école particulière a pour vocation de former des jeunes au profit des entreprises béninoises. Teddy Goudalo pour les détails. Il est désormais possible de se faire former dans les métiers du numérique au Bénin. Cette ambition du gouvernement se concrétise à travers cette école qui est officiellement inaugurée par cette coupure de ruban. Elle a pour but d'offrir une formation certifiante reconnue au Bénin et en France. L'UMN a pour vision d'être un pôle de compétences et d'excellence réseau qui contribue à l'ambition d'un haut débit pour tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Proposer des modules digitaux qui permettent de toucher une grande communauté d'apprenants potentiels, y compris ceux à l'international. Ce projet
est à mon sens emblématique. Il s'appuie sur l'identification des besoins des entreprises qui devront recruter des collaborateurs compétents pour exécuter les tâches requises. Il met en œuvre des formations courtes, 8 semaines, mais diplômantes, dont le contenu défini par les spécialistes est en prise directe avec l'employabilité des apprenants. L'école des métiers du numérique est ouverte à toute personne ayant le diplôme du baccalauréat. Elle dispose en effet d'un plateau technique unique en Afrique francophone afin de permettre aux étudiants de mettre en pratique les notions théoriques acquises. Ce plateau technique accueillera les formations de milliers de techniciens d'intervention télécom, options fibre optique, dans un environnement très adapté. Le ministère, dont j'ai la charge, a pris la résolution de faciliter la reconversion des jeunes à travers des formations innovantes, assurant une forte pénétration des nouvelles technologies à tous les niveaux de la vie socio-économique. Nous avons une cohorte tout entière qui est en train d'être formée et qui, selon les indiscrétions du directeur général, devrait soutenir d'ici quelques jours. Eh bien, cette école a également une grande ambition qui est celle de se développer pour l'avenir. Cette école, c'est le produit d'investissement en ce sens qu'elle a mobilisé un financement de près de 730 millions de francs CFA qui viennent renforcer le capital physique au service de la formation à terme, améliorer notre capital humain, mais aussi former des jeunes apprenants au métier du numérique. Ce centre de formation délivre pour l'instant un diplôme professionnel de technicien d'intervention télécom. Bien d'autres modules seront très bientôt insérés dans leur offre de formation en vue de faire des métiers du numérique un pôle de développement technologique. Dans un tout autre registre, le Bénin s'intéresse à l'impact du programme d'action du gouvernement sur les populations défavorisées. C'est dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de l'habitat édition 2022. Le thème national de la 37e édition est issu de la thématique internationale retenue à l'occasion et qui est intitulée « Attention à l'écart ». Le ministère du Cadre de vie et du Développement durable est resté aux commandes des manifestations tenues à Cotonou. Suivant. La commémoration commence avec ces journées portes ouvertes. La CIRAT, la CIMO, la SGDS et d'autres structures sous tutelle ou partenaires du ministère du Cadre de vie et du Développement durable présentent leurs offres au grand public. Qui ne peuvent pas payer totalement. L'après-midi donne lieu à une célébration solennelle de cette 37e édition de la Journée mondiale de l'habitat, placée au plan international sous le sceau de l'attention à l'écart. Le thème national est Impact du PAG sur les populations défavorisées. Il faudra garantir un accès sûr et égal pour tous aux infrastructures physiques et sociaux et aux services de base. La municipalité de Cotonou accompagne le programme d'action du gouvernement, entretient les infrastructures au quotidien et coopère également avec un nombre de partenaires au développement dans la mise en œuvre d'infrastructures socio-communautaires. L'impact du PAG, comme dans maints domaines, est perceptible. Et les réflexions qui seront nourries autour de ces thèmes par les invités qualifiés édifieront davantage. Toutes les réalisations du programme d'action du gouvernement 2016-2022 ayant rapport à l'habitat ont été passées en revue pour montrer les changements significatifs enregistrés. Des 20 000 logements économiques et sociaux au projet asphaltage, en passant par l'assainissement des villes, la construction des marchés modernes et autres, l'action de l'exécutif dans le sens de la normalisation du cadre de vie des Béninois, selon les exigences de l'ODD 11, a été évaluée. La phase A du projet asphaltage, c'est en quelques chiffres, 260 km de voirie, 500 km de caniveaux, 15 km de collecteurs, 15 600 lampadaires solaires, 32 800 arbres d'alignement, 255 rues urbaines et 300 équipements urbains desservis dans Cotonou et 8 autres villes du Bénin.
Nous vivons les saisons de pluie et les inondations avec beaucoup moins de stress. L'échéance pour finaliser l'assainissement pluvial de Cotonou est ramenée de 2038 à 2025. Celle de l'atteinte universelle pour l'eau potable a été avancée d'au moins 5 ans. Pour parfaire ces réalisations, un panel transversal, scientifique de haut niveau, s'est tenu à la faveur des travaux. Les experts y ont relevé les limites des réalisations et les nouveaux axes d'intervention à prioriser. Parlons éducation à présent, en prélude à la célébration de la 29e édition de la Journée mondiale de l'enseignant. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, s'est adressé aux enseignants de tous les ordres. Dans son message, il salue les mérites de cette corporation qui s'attelle au quotidien à la formation des cadres béninois. Nous allons suivre la teneur de son message. Mercredi 5 octobre 2022, notre pays, le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, célébrera la 29e journée mondiale de l'enseignant. Une fois encore, le gouvernement du président Patrice Talon félicite tous les enseignants pour leur participation effective à l'œuvre du développement national. Au nom des ministres chargés de l'éducation et en mon nom propre, je voudrais saisir cette opportunité pour saluer et encourager ces braves femmes et hommes qui ont choisi la noble, exaltante et difficile mission de préparer les cadres acteurs du développement. Chers compatriotes, c'est également le lieu de louer le rôle combien important que joue l'enseignant, rôle qui va sans cesse croissant dans notre société contemporaine, caractérisée par la présence d'une infinité de défis à relever, parfois avec une extrême urgence. Cette année, les manifestations officielles auront lieu à Lokossa, dans le département du Mono, et le thème retenu au plan international est intitulé « La transformation de l'éducation commence avec les enseignants ». Au nom de mes collègues et au nom du gouvernement, je voudrais rassurer tous les enseignants que la valorisation de leur profession, même si elle commence par eux-mêmes, demeure une préoccupation permanente du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon. Avec l'espoir que nous achèverons l'année scolaire et universitaire 2022-2023 qui vient de commencer sous de bons auspices, je souhaite à toutes les enseignantes et à tous les enseignants du Bénin, à leurs familles et à tous leurs proches, une joyeuse journée festive. Vive le système éducatif béninois, vive les enseignantes et les enseignants de tous les ordres, vive le Bénin, je vous remercie. Je l'annonçais en début d'édition, cérémonie de remise d'équipements médico-techniques et de matériel à la direction départementale de la santé des collines. Les dons émanent de l'Agence belge de développement ENABEL et entrent dans le cadre de la mise en œuvre du projet Équité financé par l'Agence française de développement. Ces dons vont contribuer à l'amélioration de la qualité des soins de santé dans le département et faciliter les activités de supervision de l'équipe d'encadrement des zones sanitaires de la région. L'appui est constitué de matériel roulant ainsi que d'équipements de conservation des produits sanguins labiles. Le lot est évalué à un coût global de 62 millions de francs CFA. Reportage.
Le geste vient en réponse à une requête de la Direction départementale de la santé des collines. C'est un appui conséquent qui vise à renforcer les capacités d'intervention de la structure bénéficiaire ainsi que son plateau technique. Les dons proviennent de l'Agence belge de développement ENABEL en charge de la mise en œuvre du projet Équité, ensemble pour une qualité de soins inclusive et transparente orientée vers l'égalité genre, financé par l'Agence française de développement AFD. Le projet Équité a répondu favorablement à une requête de la DDS Collines pour un complément de 2 autres véhicules pick-up Toyota et Hilux double cabine, les postes de transfusion sanguine que sont les centres de santé de Wessé et de Banté, les hôpitaux de zone de Savalou, de Save et de Dassa viennent de bénéficier d'un lot important d'équipements pour la conservation des produits sanguins labiles pour un montant de 32 millions de francs CFA. Ces équipements déjà installés et fonctionnels au niveau des formations suscitées sont constitués de 3 réfrigérateurs Bloudbank, d'un congélateur à moins 80 degrés, de 3 congélateurs à moins 40 degrés et de 2 centrifugeuses et bains-maries. Ces acquis en équipements médico-techniques et en matériel roulant viennent en complément à une première dotation d'une valeur d'un peu plus de 468 millions de francs CFA. Évalué à un coût global de 62 millions de francs CFA, le lot va permettre de soutenir le fonctionnement des activités de la Direction départementale de la santé des collines et d'améliorer la gestion des produits sanguins labiles. Je prends l'engagement au nom de tous mes collaborateurs pour le bon usage qui sera fait de ces 2 véhicules de supervision et des équipements de transfusion sanguine que nous allons visiter certainement tout à l'heure. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier les partenaires techniques et financiers. J'entends l'AFD et ENABEL, le gouvernement du Bénin à travers le ministère de la Santé, les membres du comité de pilotage du projet ainsi que les acteurs au niveau opérationnel pour la qualité des choix opérés en vue d'accompagner efficacement mon département au plan sanitaire et souhaiter par la même occasion qu'un regard bienveillant soit porté sur les autres besoins non encore couverts. Pour le bien-être et le bonheur des populations, le donateur, quant à lui, a promis continuer d'accompagner les responsables et acteurs du système sanitaire de la région. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.